Deuxième application de cet exercice, donc pareil, est-ce qu'elle est linéaire? Et si oui, on va déterminer l'image, le noyau, et voir si elle est injective, surjective, bijective. C'est parti. D'abord, pour voir si elle est linéaire, la démarche est tout le temps la même. Je prends soit deux éléments dans l'espace de départ, je vais les appeler U et V. Là, mon espace de départ, c'est R3, donc U il va avoir trois coordonnées, U1, U2, U3. V, il va également avoir trois coordonnées, V1, V2, V3. Et donc, ces deux éléments, je les prends dans l'espace de départ, c'est R3. Et je prends aussi un lambda quelconque, un scalaire, lambda dans R. Et je vais calculer F2 de lambda U plus V. Alors ce coup-ci, je vais pas mettre l'étape intermédiaire avec lambda U1 plus V1, lambda U2 plus V2, etc. Normalement, c'est assez évident de voir les coordonnées de ce vecteur. Je vais passer directement à ça. Donc ça va me donner 2x plus y plus z. 2 fois x, ça va donner du 2 fois lambda U1 plus V1. 2 fois lambda U1 plus V1. Plus y, ça va faire plus lambda U2 plus V2. Et plus z, ça va donner plus lambda U3 plus V3. Y moins z, je vais avoir du lambda U2 plus V2, ça c'est pour y. Et moins z, ça va me donner du lambda U3 plus V3. Donc moins, entre parenthèses, lambda U3 plus V3. Et enfin, x plus y, je vais avoir en x lambda U1 plus V1. Et plus y, c'est lambda U2 plus V2. Une fois qu'on est là, on va regrouper les lambda et les u ensemble et les v ensemble d'un autre côté. Ça va me donner, en termes de u, je peux observer que j'ai lambda en facteur de tous les termes où il y a du u, et du coup je peux mettre lambda en facteur. Je vais avoir d'abord 2u1 plus u2, 2u1 plus u2 plus u3. En dessous, je vais avoir du u2 moins u3. Et encore en dessous, je vais avoir du u1 plus u2. Plus, en termes de V, je vais avoir du 2V1 plus V2 plus V3. Je vais avoir du V2 moins V3. Et enfin, je vais avoir du V1 plus V2. Du coup, maintenant, si on regarde, c'est ce qu'on a. Ici, on a lambda facteur de 2U1 plus U2 plus U3, U2 moins U3, U1 plus U2, 2x plus y plus z, y moins z, x plus y, ça c'est bien f2 de u. Donc j'ai lambda fois f indice 2 de u, plus 2v1 plus v2 plus v3, v2 moins v3, v1 plus v2, ça correspond bien à f2 de v, quand je remplace ici. Du coup, plus f2 de v. Et donc, je peux dire que f2 est linéaire. f2, enfin v2, pardon, f2 est linéaire. Maintenant, pour cette application linéaire, on va en déterminer une base de l'image. On va déterminer le noyau et l'image. Et s'ils ne sont pas triviaux, c'est-à-dire soit 0 tout entier, soit 30 tout entier, on va en chercher une base. Commençons, comme je vous l'ai dit avant, par le noyau, c'est toujours le plus simple. Donc, un élément x, y, z va être dans le noyau de F2. Si et seulement si, c'est la définition à chaque fois. Hein. Donc, être dans le noyau d'une application linéaire, c'est F2 de ce qui nous intéresse vaut 0. 0 de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire 0, 0, 0. On va regarder ce que ça signifie. Ici, ça va nous donner du 2x plus y plus z égale à 0, y moins z égale à 0, et x plus y égale à 0. Comment on pourrait résoudre ce système? Alors on pourrait faire un pivot de Gauss, mais là on voit que ça va se faire directement et facilement. Alors, juste dans l'étape, dans la suite, pour vous guider dans votre résolution, dites-vous que, je ne l'ai pas encore précisé dans TD d'ailleurs, le noyau, c'est un sous-espace vectoriel. Et moi, du coup, ce que je vais vouloir faire à chaque fois, c'est trouver une base de ce sous-espace vectoriel. Trouver des bases de sous-espace vectoriel, c'est ce qu'on a fait dans l'exercice précédent, qu'on a fait dans la séance précédente. Et du coup, la méthode, c'est toujours la même. On partait d'un système, et après, on a essayé de tout exprimer en fonction d'un minimum de coordonnées possibles. Bah, du coup, je me posais la question ici, est-ce que je peux facilement exprimer des coordonnées en fonction d'autres? Regardons, hein, y moins z égale 0, je peux facilement dire que z égale y. Du coup, x plus y égale à 0, bah, je vais faire attention. Je peux très bien dire x vaut moins y ou y vaut moins x. Bah, le choix intelligent, c'est de dire x vaut moins y. Pourquoi?
Parce que dans la ligne du dessus, j'ai déjà exprimé justement une autre coordonnée en fonction de y. Et là, de même, c'est pour ça qu'il fallait que je mette y égale z, z égale y et non pas y égale z, mais ça revient au même, pour bien avoir en tête que là, je vais tout exprimer en fonction de y. Regardons la ligne du dessus, ce qu'elle va nous donner, donc je vais remplacer 2x, ça fait moins 2y, plus y, bah, ça fait plus y, et plus z, z ça vaut y. Égal à 0, bah, si je remplace, qu'est-ce que j'obtiens? La première ligne me donne 0 égale à 0, autrement dit, elle ne me donne aucune information. Là, j'ai z qui vaut y, et là, j'ai x qui vaut moins y. Autrement dit, je viens de dire que mon x, y, z, et là, ça va ressembler énormément à ce qu'on a fait dans l'exo précédent, il vaut, bah, je vais remplacer ce que je connais par justement ce que je viens de trouver. X, je peux dire que ça vaut y. Y, j'ai pas d'infos, du coup, c'est. Pardon, x c'est moins y, j'avais mal copié. Donc x c'est moins y. Y, j'ai pas d'infos dessus, donc ça reste y. Et z, ça vaut y aussi. Autrement dit, ça vaut y facteur de moins 1, 1, 1. Et là, on va avoir exactement le même raisonnement qu'on avait dans l'exo précédent, quand on cherchait des bases de sous-espaces vectoriels, c'est-à-dire, je peux dire que je viens de montrer qu'un élément dans le noyau, c'est sous la forme y face vecteur, donc je vais appeler B1 ce vecteur, et donc je peux dire que le noyau, le kernel, donc le noyau de F2, est égal au sous-espace vectoriel engendré par B1. Ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir une base. Donc là, je vais vous montrer que B1 était générateur du noyau. La question pour que ce soit une base, c'est est-ce que, je vous laisse y répondre 2 secondes, donc j'ai le côté générateur, pour que ce soit une base, il faut que ce soit également libre. Maintenant, on voit ici, on voit, est-ce que c'est libre ou pas? Bah, ici, j'ai une famille qui est composée d'un seul vecteur, on l'a déjà vu ensemble. Quand j'ai une famille qui est composée d'un seul vecteur, automatiquement, elle est libre. Donc, du coup, donc KRF2 égale avec B1, point. De plus, la famille B1 est libre, donc c'est une base de KRF2. De plus, la famille composée de que B1 est libre, donc B1 est libre, car composée d'un seul vecteur. Composé d'un seul vecteur. Donc c'est une base du noyau de F2. Donc là j'ai trouvé une base du noyau de F2. Maintenant je sais trouver son image. Avant ça, je peux répondre à une question au préalable. On vous demandait de voir si cette application était injective, surjective, bijective. Comme le noyau, il ne vaut pas que 0, je peux directement, dès ici, on va le faire, tiens, tant qu'à faire, dès cet endroit-là, je peux directement déduire que comme le noyau est différent de que 0, F2 pas injective. Je pourrais même en dire plus que comme j'ai la même dimension au départ et à l'arrivée, comme elle n'est pas injective, elle est obligatoirement pas surjective et obligatoirement pas bijective non plus. Mais on verra ça après. Du coup, donc maintenant maintenant que j'ai trouvé une base du noyau, je vais chercher une base de l'image de cette application linéaire. Pour savoir qu'est-ce que je vais toucher comme espace, comme sous-ensemble, avec des éléments, enfin en faisant F2 de quelque chose dans quoi je vais tomber. Donc pour trouver une base de l'image, en fait, on va utiliser un théorème qui s'appelle le théorème Durand. En deux mots, théorème du plus loin grand. Ce que vous dit ce théorème Durand, c'est que la dimension de l'espace de départ, alors là on a la même chose au départ et à l'arrivée, mais ce ne sera pas dans le cas, donc je vais bien insister. Dimension de l'espace de départ, qui est là, R3, dimension de R3, c'est égal à la dimension du noyau plus ce qu'on appelle le rang de l'application linéaire. Et le rang de l'application linéaire, c'est la dimension de l'image, ce que l'on cherche actuellement. Nous, on cherche l'image. Remplaçons ce qu'on connaît ici. Dimension de R3, c'est 3. Dimension du noyau, bah, si je vois que dans le noyau, ma base elle est composée d'un seul vecteur, donc la dimension du noyau, c'est 1. Où j'ai 3 égale 1 plus le rang de F2. Autrement dit, le rang de F2, donc la dimension de l'image, c'est 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Le fait de connaître la dimension de mon sous-espace vectoriel, ça va m'aider. Parce que maintenant, je sais que ce sous-espace est de dimension 2. Si je trouve deux éléments dedans qui sont soit libres, soit générateurs, j'aurai trouvé une base. Parce que, je répète, quand je connais la dimension à l'avance, donc là c'est 2, comme je sais que la dimension c'est 2, si je trouve une famille qui est composée de deux vecteurs libres ou de deux vecteurs générateurs, automatiquement, ça sera une base de ces sous-espaces vectoriels qui est l'image. Parce que je connais sa dimension.
Donc maintenant, l'idée, c'est de trouver deux éléments dans l'image et qui vont former une famille libre. Comment faire pour trouver des éléments dans l'image pour former une famille libre? On va faire comme souvent en maths, quand on cherche quelque chose, on va chercher au plus simple. Le plus simple, c'est quoi? C'est de faire F2 de mes vecteurs quête de la base canonique. Donc d'abord, F2 de 1, 0, 0. Je calcule F2 de 1, 0, 0, ça va donner... je regarde l'expression qui est là, et je remplace tous les x par 1, tous les y par 0, tous les z par 0. Donc tous les x par 1, je vais avoir la ligne de 2x, donc 2 fois 1, ça fait 2. Le reste, ça fait 0. 0 moins 0, je vais avoir 0. Et ici, j'ai 1 plus 0, ça fait 1. Et ce vecteur, je sais qu'il est dans l'image de F2. Pourquoi? Parce qu'il vaut F2 de quelque chose. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Être dans l'image, ça veut juste dire s'écrire sous la forme F2 de quelque chose. Là, 2, 0, 1, il vaut F2 de 1, 0, 0. Donc il est bien dans l'image de F2. Du coup, je trouverai un premier vecteur dans l'image. Je retrouve un second qui forme une famille libre avec celui-ci. Comme il y en aura deux juste qui est non collinaire, j'aurai terminé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire F2 de 0, 1, 0. En deuxième vecteur de base. Donc de la base canonique. Ça va donner. Donc là, je vais remplacer ce coup-ci tous les x par 0, tous les y par 1 et tous les z par 0. Donc tous les y par 1, il reste que le y. Je vais avoir du coup 1, 1 et 1. Et pareil, même raisonnement qu'avant, ce vecteur il est obligatoirement dans l'image. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'écrit F2 de quelque chose. Et maintenant, je vérifie. Soit ce vecteur est non collinaire avec lui, donc comme ils sont deux, ils forment une famille libre et j'ai fini. J'ai trouvé une base parce que j'ai deux vecteurs qui forment une famille libre. Soit il est collinaire avec celui-ci, il faut que je fasse F2 du troisième vecteur, 0, 0. Alors ici c'est non collinaire, du coup c'est bon, j'ai terminé, je peux m'arrêter là. Si ce vecteur avait été collinaire avec lui, je vous garantis qu'en faisant F2 de 0, 0, 1, obligatoirement, le vecteur que vous aurez trouvé aurait été non collinaire avec lui, parce qu'il vous en faut obligatoirement deux dans l'image, pour avoir une base de l'image. Et donc là j'ai fini, juste avec ces deux vecteurs ça me suffit. Qu'est-ce que je vais dire? Je donne un nom à ces deux vecteurs, lui je vais l'appeler B3, lui je vais l'appeler B2, et qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que B2, B3 est une famille libre de l'image de F2. Alors je ne vous le dis pas, je ne l'écris pas parce que j'ai plus la place, mais je vous le dis à l'oral. Pourquoi c'est une famille libre? Parce qu'elle est composée de deux vecteurs qui sont non collinaires. Je vous rappelle qu'il n'y a que deux vecteurs. Il suffit de voir qu'ils sont non collinaires pour dire qu'ils forment une famille libre. S'il y en a plus que deux, par exemple 3, ça ne marche plus. Il faut repasser par la définition. Attention à ça. Donc là, comme il n'y en a que deux, ça marche. Donc famille libre car deux vecteurs non collinaires. Je ne l'écris pas, mais il faudrait l'écrire. Juste parce que j'ai plus de place et vous avez tout sur le même tableau. Donc c'est une famille libre de l'image de F2 qui est de dimension 2. Et donc, comme j'ai deux vecteurs libres dans un espace de dimension 2, c'est une base. C'est une base de l'image de F2. Et du coup, je peux dire que comme l'image n'est pas égale à R3 tout entier, cette famille n'est pas surjective. Cette application linéaire n'est pas surjective. Et du coup, je le dire dès maintenant aussi. Juste pour récapituler, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a montré que l'application était linéaire, normalement c'est assez simple, assez classique, ce sont des calculs vraiment très basiques. Une fois que vous entendez 2-3 fois, normalement ça ne pose plus de soucis. Puis on a cherché à déterminer une base du noyau. Pour trouver une base du noyau, je prends un élément dans le noyau. Donc, la définition c'est que F2 de cet élément vaut 0. Ça me donne un système, je le résous. En le résolvant, j'ai trouvé une base du noyau. Que signifie que B1 est une base du noyau? Ça veut dire que n'importe quel élément du noyau s'écrit sous la forme une constante fois B1. Et je vous rappelle, c'est quoi le noyau? C'est l'ensemble des éléments qui s'annulent. Autrement dit, F2 de B1 vaut 0, et F2 de lambda fois B1 vaut 0 aussi. C'est logique parce que, comme F2 est linéaire, F2 de lambda fois B1, c'est lambda fois F2 de B1, et donc ça fait lambda fois 0, 0 pour le coup. On a donc ici une base du noyau. On a aussi trouvé une base de l'image. Que signifie que ces vecteurs B2, B3 forment une base de l'image? Ça veut dire que n'importe quel élément qui est dans l'image de F2, autrement dit, c'est écrit sous la forme F2 de quelque chose, peut s'écrire sous la forme une constante fois 2, 0, 1, puis une constante fois 1, 1. C'est ça que signifie encore une fois être une base. Et voilà qui termine ici cet exemple.